Donc pour faire suite à ma vidéo précédente dans laquelle je fais une lecture donc d'un texte qui s'appelle The Psychology of Second Language Acquisition, publié par Oxford. Donc je parle j'ai parlé dans ce petit texte de d'apprentissage et d'acquisition de compétences. Donc ce texte faisait suite à donc un autre texte qui visait, dans lequel l'auteur définissait les deux termes savoir implicite ou connaissance implicite et connaissance explicite. Qui sont à remettre dans une étude plus vaste, donc sur la mémoire et la conscience. Voilà deux termes assez proches, assez similaires, qui présentent seulement quelques aspects légèrement différents. Et donc il va falloir faire vraiment une différence entre la conscience et la mémoire. Et elle diffère en plusieurs points, plusieurs aspects. Et voilà la définition qu'on donne. Donc elles sont toutes les deux reliées à la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire filtre dans chaque être humain. On a une mémoire corporelle, une mémoire visuelle. Mais on a des modes de perception du monde aussi, de l'extérieur. Donc notre principal organe de connaissance, c'est la vue. Mais c'est l'ouïe aussi, et puis le toucher. Et dans le cadre du processus de l'apprentissage, c'est vraiment la notion clé. Et quand je parle de notion ici, je vais donc vous lire la définition qu'en donne l'auteur ici de ce livre, pour mieux définir les termes et pour essayer justement de bien cerner cette différence entre mémoire et alors attention et conscience, et mémoire aussi, et puis mémoire et conscience, donc le savoir quand même stocké dans la mémoire. Et puis on peut pas aussi oblitérer, on peut pas faire abstraction de la psychologie de l'apprenant. Alors, consciousness and attention. Donc je vais lire le texte et je vais en faire une traduction comme dans l'autre vidéo. Consciousness remains one of the key puzzles confronting the scientific worldview. Let us start our orienteering exercise by looking at two psychological concepts, consciousness and attention, that appear under various disguises in almost all of our discourse on SLA. We already touched upon these two notions briefly in Chapter 2 when we looked at Barr's global workspace theory, but there the purpose of the discussion was to describe the main facets of brain functioning within an extended metaphor. In this chapter, we need to go further by providing definitions of the two terms and specifying their constituents. Consciousness and attention are clearly interrelated because what we are conscious of is usually what we attend to. However, Koch 2004 argues that it's important to separate these two notions because they refer to distinct processes that do not always coincide. Let us look at consciousness first. Consciousness. Consciousness is a notoriously vague term with many usages in the fields of philosophy, psychology, neuroscience, and cognitive science. This is largely due to the fact that although tens of thousands of pages have been written on the subject over the past 2,000 years, quite frankly, nobody really knows what consciousness is exactly and why it exists.
Therefore, Koch and Crick 2001 believe that the term will eventually be replaced by a vocabulary that more accurately reflects the contribution of different brain processes. The fundamental question, according to Koch, is this: what is the relation between the conscious mind and the electrochemical interactions in the body that give rise to it? He argues that the mystery deepens when we realize that much of what goes on in the brain bypasses consciousness. For example, electrophysiological experiments have proved conclusively that we can have various neuronal activity going on in our brains without it registering on our conscious radar. For example, with reflect actions, we can react first and think later, and psychologists have argued, ever since Freud's groundbreaking work in this area, that even high-level decision-making and creativity can occur without conscious thought. What we do now about consciousness is that what we do know about consciousness is that it is a property of characteristic of the mind, associated with qualities such as subjectivity, self-awareness, emotions, and reflectiveness. Barr, 1997, refers to the content of consciousness as the immediate perceptual world that includes inner speech and visual imagery, bodily feelings such as pleasure, pain, and excitement, surges of emotion, memories when they are remembered, intentions, expectations, and actions, as well as explicit beliefs about oneself and the world. Although there are only speculations about the main functions of this property, its purpose is often seen to help to focus the brain's vast unconscious resources and make them available for specific cognitive or motor use. Following Barr's, Anne Ellis and Lawson Freeman 2006 consider consciousness the publicity organ of the brain, whose job is to access, disseminate, and exchange information and to exercise coordination and control. As already mentioned in Chapter 3, one of the most peculiar features of consciousness is the narrowness of its limits compared to the vast and almost limitless unconscious processing capacity at our disposal. This bottleneck of capacity, however, makes sense if we look at consciousness as a gateway, a moving window that can create access to any part of an unconscious mind. We can be conscious of only one unified experience at a time, which means that, using Barr's metaphor, on the stage of the theater of our unconscious mind, there is only one brightly lit area, consciousness. In this sense, this narrow focus is not limitation, but the main function of consciousness. Let us now look at how attention can be fitted into this picture. Alors, la conscience et l'attention. La conscience reste un des puzzles clés donc la conscience reste une des clés du puzzle de la confrontation dans le monde scientifique. Commençons notre exercice d'entrée en matière par considérer deux concepts psychologiques, la conscience et l'attention, qui apparaissent sous différents aspects ou déguisements
qui ont plusieurs aspects au visage, dans le discours dans presque tout le discours sur l'acquisition du second langage. Donc on a déjà abordé ces deux notions brièvement au chapitre 2 quand on s'est penché sur la théorie de Global Workspace, donc de l'espace de travail global de Barr de 1997. Mais ici, le propos de la discussion fut de décrire les facettes principales du fonctionnement du cerveau au sein d'une métaphore une métaphore plus large, étendue. Donc dans ce chapitre, nous avons besoin d'aller un petit peu plus loin, fouiller le concept en fournissant, en apportant des définitions des deux termes et de leurs constituants bien spécifiques qui font leur spécificité. Donc la conscience et l'attention sont clairement reliées parce que ce dont nous sommes conscients habituellement, c'est également ce à quoi nous nous attendons. Cependant, Koch, en 2004, discute du fait qu'il est important de séparer ces deux notions parce qu'elles font référence à des processus bien distincts qui ne coïncident pas toujours. Alors, donc, intéressons-nous d'abord à la conscience. La conscience est un terme de manière assez connu, est un terme assez vague. Donc la conscience est un terme connu pour être assez vague avec ses divers usages dans les champs de la philosophie, psychologie, neurosciences et sciences cognitives. Ceci est largement dû au fait que bien que des dizaines de centaines de pages ont été écrites des dizaines de milliers de pages ont été écrites sur le sujet au cours des deux millénaires. Personne ne sait vraiment réellement ce que la conscience exactement est et pourquoi elle existe. Par conséquent, Koch écrit qu'en 2001 croit que le terme pourrait éventuellement être replacé par un vocabulaire qui reflète d'une manière beaucoup plus précise la contribution à l'œuvre dans les processus des processus divers du cerveau, ou dans les processus des deux cerveaux. La question fondamentale, selon Koch en 2004, est la suivante. Quelle est la relation entre une pensée consciente et les interactions électrochimiques dans le corps qui lui donnent naissance? Donc, il débat des mystères, il débat de... Donc, il avance que le mystère, en fait, de ces interactions s'épaissit encore plus si on prend... quand nous comprenons que une grande partie de ce qui se passe dans le cerveau dépasse ou
contourne le phénomène de la conscience ou dépasse la conscience elle-même, oui. Donc par exemple, les expériences électrophysiques ont prouvé être on pouvait, elles ont été concluantes, qui ont été concluantes. Donc par exemple, les expériences électrophysiques qui ont prouvé être concluantes dans le fait que concluante a montré que nous pouvons avoir une activité neuronale assez dense dans nos cerveaux sans l'enregistrer ou sans même que notre conscience radar ne l'enregistre. Par exemple, les actions réflexes, par exemple avec les actions réflexes que nous effectuons sans prendre garde, enfin que nous réalisons ou effectuons sans penser, sans y penser. Donc voilà un exemple, par exemple avec les actions réflexes que nous effectuons de manière automatique sans y penser. Et donc à propos de cela, les psychologistes, eux, avancent ou même débattent, discutent du fait que depuis le travail révolutionnaire de Freud dans cette zone, qui est que même donc les psychologues ont démontré, ont débattu du fait que depuis le travail d'avant-garde révolutionnaire de Freud dans cette zone, que même la créativité et la prise de décision à de hauts niveaux peut se dérouler sans pensée en fait réellement consciente, donc sans décision consciente. Bon, là c'est l'affaire Kerviel. What we do know about consciousness, donc ce qu'on sait vraiment sur la conscience, c'est que c'est une propriété ou une caractéristique de l'esprit, de la pensée, associée avec des qualités telles que la subjectivité, les émotions, la réflexion et self-awareness, donc la connaissance, la connaissance. Avoir bien pris connaissance de quelque chose. Donc, Bars, en 97, fait référence au contenu de la conscience comme étant un monde immédiat, un monde perceptuel immédiat qui comprend, donc qui inclut, qui comprend le discours intérieur et l'imagerie visuelle, enfin le raisonnement intérieur et l'imagerie visuelle, les sentiments corporels tels que le plaisir, la douleur et l'excitation, les élans d'émotion, débordements d'émotion, et les mémoires qui peuvent être remémorées, donc des intentions, des attentes, des actions, aussi bien que des croyances explicites à propos de soi et du monde. Bien qu'elles ne soient que de simples spéculations sur les fonctions principales de cette propriété,
Son but est souvent considéré ou vu oui, son but, son propos est souvent vu pour aider à se focaliser sur les ressources sur les vastes ressources inconscientes du cerveau et les rendre disponibles donc pour des fonctions cognitives bien spécifiques ou une utilisation moteur. Barr, donc 1997, Koch et Crick en 2001. Donc suivant la pensée de Barr, de Nellis et de Larsen en 2006, Larsen Freeman, qui considère que la conscience donc est un organe du cerveau. Alors là, je sais pas comment traduire. Publicity organ of the brain. Publicity, donc public, un organe, je vais dire plutôt organe du cerveau, dont le travail est d'accéder, faire le tri, échanger l'information et d'exercer donc le contrôle et permettre la coordination. Donc comme mentionné précédemment au chapitre 3, une des caractéristiques les plus particulières de la conscience est l'étroitesse de ses limites comparée à la capacité de traitement inconsciente vaste et presque infinie à notre disposition. Donc cette capacité cependant donc cette limite de capacité cependant en fait fait sens si nous considérons la conscience comme un passage une fenêtre mouvante qui peut donner accès à n'importe quelle partie de notre esprit inconscient ou pensée inconsciente. Nous ne pouvons être conscients que d'une seule expérience unifiée à la fois, ce qui signifie que, pour reprendre la métaphore de Barr, 1997, sur une scène de théâtre, sur la scène de théâtre de notre pensée inconscient, il n'y a donc seulement qu'une petite zone allumée, notre conscience. Donc à ce sens, ce point étroit, cette focalisation étroite n'est pas une limitation, mais la fonction principale de la conscience. Donc penchons-nous maintenant sur la manière dont l'attention peut donc cadrer ou s'intégrer à cette image. So, 24-25 minutes. So, I will sing a song and keep on reading.
attention. Ever since Aristotle described the phenomenon of selective attention, the notion of attention has been seen as the cognitive mechanism that controls access to consciousness. Using Barr's theater metaphor, attention is the spotlight and only events in the bright spot on stage are strictly conscious. Through our attention, we can selectively concentrate on one issue while ignoring other things. In an environment of multiple stimuli, we can direct the spotlight of our attention at specific things, listening in on a conversation at the next table, and the spotlight can even slip out of our hands, and we can catch ourselves mind-wandering. Although there is an intimate relationship between attention and consciousness, Koch and Tsuchiya, 2007, caution us not to consider them inextricably interwoven. As they argue, the two processes need not necessarily occur together. In certain cases, for example, we can become conscious of a specific object despite the near absence of top-down attention. That is, conscious perception can occur outside the spotlight of attention. Usually, however, the two concepts go hand in hand. What is the main function of attention? Earlier argued that many scholars see the purpose of consciousness being to focus our vast unconscious resources on one particular issue. This selective function is typically highlighted with regard to attention. Koch and Tsuchiya, 2007, argue that it is a top-down, task-dependent control mechanism, the purpose of which is to help avoid information overload by focusing on a small fraction of the input in real time. Although Schmidt, 2001, reminds that bottom-up exogenous cues, a sudden loud noise, can hijack our attention, attesting to the existence of a passive, involuntary form of attention, we can use our internal, voluntarily intentional control to disregard this external distraction. Alors, depuis qu'Aristote a décrit le phénomène de l'attention sélective, la notion de l'attention a été considérée comme le mécanisme cognitif qui contrôle l'accès à la conscience. Schmidt, 2001. Utilisant donc la métaphore du théâtre de bar, 1997, l'attention est Alors, the spotlight, donc c'est, je me souviens plus du terme en français, c'est la lumière sur laquelle on oriente, grâce auquel les acteurs sont mis en lumière sur la scène. Donc sur les projecteurs, voilà. Attention, donc l'attention et le projecteur et seulement les événements qui se déroulent mis en lumière, et seulement les événements mis en lumière sur scène sont à strictement parler conscients. Donc au travers de notre attention, nous pouvons d'une manière assez sélective se concentrer sur une problématique alors qu'on ignore tout ce qui se passe autour. Dans un environnement de stimuli multiples, nous pouvons diriger le projecteur de notre attention sur des choses bien spécifiques. Donc nous pouvons diriger le projecteur de notre attention sur des choses bien spécifiques, comme écouter une conversation
s'immiscer et écouter une conversation sur la table d'à côté. Et donc le projecteur peut même glisser de nos mains et nous pouvons nous observer nous-mêmes dans l'errance de notre esprit, de notre pensée. Donc on peut se prendre nous-mêmes à errer en pensée, donc à des rêveries en d'autres termes, pardon. Même s'il y a donc une relation assez intime qui se joue entre l'attention et la conscience, Koch et Tsuchiya en 2007 nous mettent en garde, nous conseillent de ne pas les considérer ou nous mettre en garde. Nous conseillent de ne pas les considérer comme étant inextricablement liés. Donc les deux processus, comme ils le disent, ne requièrent pas nécessairement de synchronisation. Donc ils ne se déroulent pas obligatoirement d'une manière en même temps. Dans certains cas, par exemple, nous pouvons devenir conscients d'un objet spécifique, notre pensée, notre attention, nous pouvons devenir conscients d'un objet spécifique en dépit de son absence, d'attention progressive. Donc en dépit de l'absence progressive, c'est-à-dire top-down attention, donc c'est une attention grandissante. Alors, c'est-à-dire donc la perception consciente qui peut survenir. Non. Donc on peut devenir conscient d'un objet spécifique en dépit d'une attention, en dépit de l'absence d'une attention grandissante, c'est-à-dire la perception consciente peut survenir en dehors du projecteur de l'attention, sans y faire vraiment attention. Donc d'habitude, cependant, les deux concepts vont de pair. Donc, quelle est la principale fonction de l'attention? Précédemment, j'ai en fait débattu du fait que plusieurs érudits considèrent le propos de la conscience considère le propos de la conscience, le but de la conscience, comme étant celui de se focaliser sur nos ressources inconscientes vastes, et de faire se focaliser nos ressources inconscientes vastes sur une question particulière. Donc cette fonction sélective est mis en lumière en considération de l'attention. Koch et Tsuchiya en 2007 disent que c'est une
que c'est un mécanisme de contrôle c'est un mécanisme de contrôle qui dépend de la tâche à effectuer, qui serait plutôt donc non pas grandissante mais décroissante, dont le propos, en fait, dont le but est d'éviter toute surchauffe, toute surcharge d'informations, en se focalisant sur une petite fraction des données entrantes de l'information en temps réel. Donc, bien que Schmidt, en 2001, nous rappelle que ces répliques exogènes donc décroissantes, grandissantes. Q, c'est une réplique, une phrase. Oui, donc des répliques exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, grandissantes. Par exemple, un bruit sourd et fort peut détourner notre attention. Attestant donc d'une forme d'attention, attestant de l'existence d'une forme d'attention passive et involontaire. Donc nous pouvons utiliser notre contrôle interne, notre contrôle attentionnel, donc notre contrôle de l'attention interne d'une manière volontaire pour mettre de côté ou pour repousser ces distractions externes, pour faire fi de ces distractions, rejeter ces distractions externes. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est un petit peu... c'est une traduction assez grossière. Il y a un terme que j'ai bottleneck, je m'en souviens plus, il y a un terme qui n'a pas été traduit là. Je vous souhaite une agréable fin de journée et puis à plus tard dans une vidéo peut-être. Enfin plus tard pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée.